Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Le professeur Hérard Jadotte pour une analyse géoéconomique, géopolitique de la multicrise haïtienne. Il est avec nous ce matin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu le recevoir, donc il a fait le déplacement, il est sur le plateau. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille ce matin. Professeur, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Quand nous parlons de crise en Haïti, de multicrise en Haïti, à quoi et à qui vous pensez? Bon, moi je pense d'abord aux acteurs, aux grandes catégories d'acteurs de cette multicrise. Évidemment, la population haïtienne en tant que telle est un acteur de cette crise. Mais elle ne parle pas chaque jour à la radio et à la télévision. Et ceux qui sont les acteurs, on pourrait dire actifs, bon, je mets les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, c'est ceux qui sont dans l'opposition. Et puis de l'autre, les acteurs internationaux, qui nous accompagnent. En fait, si l'on peut dire. Donc, je crois qu'on ne peut pas comprendre pourquoi cette crise dure autant si on ne fait pas une analyse, je dirais, géoéconomique et géopolitique du monde actuel. Mais avant, on dira que la crise ne date pas d'aujourd'hui. Non. Ah non, sûrement pas. La crise ne date pas d'aujourd'hui. Et la crise, il faut... Vous voyez, on est en train de terminer ces jours-ci, là, ce que l'on a appelé notre post-duvalierisme, c'est-à-dire le moment démocratique haïtien. C'est-à-dire, vous savez, on a focalisé sur le fait que nous sommes passés d'une dictature à une démocratie, mais il y a plus que tout ça. Vous voyez, c'est pas, on ne peut pas... Ce qui va résoudre la crise aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir plus de démocratie. Alors, mon appréhension, professeur, vient du fait que c'est comme si on fait un saut de la dictature à la démocratie sans transition. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Je pense que si on est sorti d'une dictature, c'est-à-dire d'une privation, d'une non-protection des libertés fondamentales. D'accord ? Bon. Mais je pense que Duvalier, le régime de Duvalier, c'est plus que ça. Le régime de Duvalier, c'est aussi une option politique, une option économique. Vous voyez ? Le régime des Duvalier, et pas seulement Duvalier, il faut remonter quasiment, je dirais, à la deuxième indépendance de Sténio Vincent. Et après l'occupation, donc on est en 1934, hein, et Sténio Vincent et les nationalistes haïtiens prennent le pouvoir, donc, et remplacent donc l'occupant, mais décident de choisir comme modèle l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'ils avaient le choix? Et est-ce qu'ils avaient le choix? Ils n'avaient pas le choix parce que quelle était l'alternative à côté de ça? L'alternative, c'était ce que défendaient Jacques Roumain et les autres, c'est-à-dire le socialisme. Mais, vous savez,
Et à l'époque, le bloc était vivace. Oui, c'était. Vous voyez, nous sommes un petit peu pas. Donc, l'anticommunisme était farouche. Et donc, ce n'était pas une alternative réelle. C'est-à-dire, les acteurs politiques haïtiens, comme les acteurs économiques haïtiens, après un siècle, tout le 19e, qui a été le siècle de la prépondérance française sur Haïti. Les élites économiques et politiques haïtiennes ont décidé de monter, si l'on veut, sur le porte-avions américain. Voilà. Je pense que l'image est très exacte. Mais lorsque vous montez sur un porte-avions, ce n'est pas vous le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Donc, nous avons décidé, comme pays, de rester sur le porte-avions américain. Et tous les acteurs politiques, tous les acteurs économiques haïtiens majeurs ont pensé que la seule option de développement pour Haïti, c'était de prendre les États-Unis comme modèle et c'était de prendre le marché américain comme le principal marché pour nos produits d'exportation. Maintenant, nous sommes en train d'assister à la fin de ça. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais à condition que les acteurs locaux voient plus loin que le bout de leur nez. À condition que les acteurs locaux se donnent un agenda Haïti 2054. Donc, à l'horizon des 30 prochaines années, c'est-à-dire pour le 250e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Donc, on doit y penser, envisager un plan, tout ça? Mais absolument. Et vous savez, nos amis de la Caraïbe, en l'occurrence le gouvernement de la Barbade, comme vous savez, va proposer à la réunion des chefs d'État de la CARICOM qui doit se tenir un plan Marshall. Un plan Marshall pour Haïti. Donc c'est une opportunité extraordinaire. Vous savez, ce qui a fait la réussite du plan Marshall européen à la fin de la guerre. Après la Deuxième Guerre. Après la Deuxième Guerre. C'est que les États-Unis, qui finançaient le plan Marshall, ne se sont pas mêlés des plans nationaux que se donnaient les pays européens. Vous voyez? Qu'est-ce qui va faire la différence entre les différents programmes financés par les grands bailleurs et un plan Marshall? Mais c'est toute la différence. C'est ce que l'on appelle l'aide publique au développement. Vous voyez, c'est sur ce terme-là que l'on regroupe. Parce que les objectifs spécifiques du plan Marshall d'après la Deuxième Guerre, c'était de donner un coup de main, de reconstruire. C'était la reconstruction du tissu industriel des pays de l'Europe de l'Ouest. Bon, maintenant, c'était des pays de l'Europe de l'Est. De l'Ouest. De l'Ouest, ok. Maintenant, nous parlons d'Haïti. Un plan Marshall pour Haïti devrait s'articuler comment? Un plan Marshall pour Haïti doit avoir comme objectif principal de construire les infrastructures industrielles de ce pays. C'est le tissu productif de ce pays, le tissu industriel de ce pays, s'est dégradé entre 1980 et nos jours. Vous savez, l'industrie haïtienne employait dans les années 80 à peu près 50 000 personnes. Aujourd'hui, si vous en avez 5 000, c'est beaucoup. Vous voyez? Donc, ça veut dire il faut reconstruire. Et on ne va pas reconstruire ça selon le modèle d'hier, parce que nous sommes aujourd'hui
dans la 3e révolution industrielle. Comment, Donc c'est l'industrie 4.0. comment les Haïtiens devraient accueillir cette proposition de la Barbade? Ah, mais avec, je dis avec joie, parce que c'est une opportunité. C'est notre dernière chance de construire le tissu industriel haïtien pour ce 21e siècle. Sur le plan... On n'a pas d'autre. Théoriquement, c'est beau, professeur, mais pratiquement, comment vous voyez son implémentation dans le contexte de crise multiforme ou encore de crise pluridimensionnelle non, vous savez, que l'on connaît actuellement? Le plan Marshall, c'est un long processus. Mais ce n'est pas demain la veille que vous aurez un plan. D'accord? Disons que c'est un... À plus forte raison qu'on devrait y penser, qu'on devrait... Non, bien sûr. Déjà. Non, il faut comme... C'est pour ça que je dis, il faut prendre cette affaire-là comme une opportunité. L'opportunité pour Haïti, parce que, vous savez, les puissances occidentales ont un regard sur Haïti qui est un regard de, comment je dirais, où tout ce qu'on nous propose, c'est de l'aide humanitaire. C'est-à-dire juste ce qu'il vous faut pour ne pas mourir de faim. Oui, survie. Donc, mais pourquoi? Parce qu'il revient aux Haïtiens, il revient à l'ensemble de la population haïtienne de se construire une vision stratégique à long terme de ce pays. Il n'y aurait pas eu l'indépendance haïtienne si Toussaint Louverture, dans la Constitution de 1801, n'avait pas mis noir sur blanc la vision stratégique qu'il avait de ce pays pour les prochaines années. C'est-à-dire, Toussaint dit, je crois que là c'est l'article 1 ou l'article 2, dans ce pays, il n'y aura plus d'esclaves. Article 2, dans ce pays, les postes qui sont à occuper ne sont pas fonction de la couleur d'un individu. Voilà une vision stratégique. Or, la vision stratégique d'Haïti que les élites haïtiennes portent à bout de bras, c'est les États-Unis, c'est Haïti à côté des États-Unis d'Amérique. Haïti comme avec les États-Unis comme modèle et comme marché. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé et connecté. Le marché américain n'est plus le seul marché de produits d'exportation. Donc, Haïti doit se reprendre en main comme pays. Et je me souviens que je crois que c'est la Constitution impériale de 1805 qui dit, je crois que dans son article, je pense que c'est l'article 2 ou 3, qui dit « Les habitants de ce pays ont décidé de se constituer en État souverain qui règle ses affaires lui-même et tout seul. » Donc c'est ça, la vision stratégique, c'est une vision de long terme. Il dit, qu'est-ce que ce pays sera en 2054? Qu'est-ce que ce pays fabriquera en 2054? Quelles sont les infrastructures? Qu'est-ce que vous voulez être? Et nous avons la place que nous avons dans le monde, il est déjà fixé par notre histoire, grosso modo. C'est-à-dire, vous êtes le pays dont l'armée indigène a vaincu la plus forte armée du monde en 1804. Donc, ce qui veut dire que une des conséquences de ça, en 2023,
vous devez avoir au moins un musée de la victoire sur l'esclavage. Hum. Hein? On ne l'a pas. Mais non. Mais pourquoi on ne l'a pas? Parce que les gens, ils ne pensent pas à long terme. Bon, il y a aussi... on dit souvent qu'on doit laisser le passé dormir dans son éternité, et regarder l'avenir, regarder le présent. Mais c'est l'avenir. Nous sommes le point focal des Amériques noires. C'est ça qui constitue Haïti. C'est ça qui constitue. Et en plus, vous savez, il y a eu Vertières, mais plus que Vertières. Vous avez ce qu'on peut appeler une civilisation haïtienne qui est née malgré le fait que le 19e siècle raciste par excellence, le 19e siècle, les puissances américaines et européennes ont stigmatisé ce pays, l'ont mis à l'écart, l'ont isolé. Et malgré tout, la population haïtienne, et principalement la population des Mornes, ont inventé une culture, et c'est sur cette culture-là que nous vivons aujourd'hui. Laquelle? La culture haïtienne. La culture haïtienne. La culture haïtienne. Écoutez, vous savez, la seule façon de comprendre ce qui s'est passé après 1804, ce n'était pas simplement un problème de noir mulâtre. Vous avez une auto-organisation qui s'est faite au niveau de tout ce qui n'était pas urbain. Parce que le nouvel État, après 1804, ne contrôlait que les villes. Pour le reste, il n'y avait pas de police, non. Et les gens se sont auto-organisés. Et c'est important. Et c'est de là qu'est né ce qu'on peut appeler l'espèce le fait que l'identité haïtienne soit tellement forte, c'est parce qu'elle est enracinée dans cette terre. Et les gens sont... Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez, quel que soit l'haïtien, n'importe quel haïtien. Je vais prendre un exemple, bien sûr. Vous savez que les responsables, en tout cas le conseil d'administration de l'université Harvard vient de choisir une haïtiano-américaine pour devenir, je crois en juin-juillet prochain, la présidente de Harvard. C'est Madame Gay. Claudine Gay. Oui. Non, je connais bien les gays qui sont des... Je pense que Madame Gay est une haïtiano-américaine. Elle a quitté Haïti à l'âge de 7 ans. Hein, donc, mais elle est une haïtienne. Oui, je comprends. Donc, elle est enracinée sur cette terre. Vous voyez? Donc, et c'est ça qui est important. C'est ça qui fait c'est ce qui fait notre chance pour le 21e siècle. La chance de l'État-nation d'Haïti. C'est cette culture forte et tranquille et enracinée. Oui, ça ce sont les aspects positifs. Absolument. Mais n'empêche que notre crise pluridimensionnelle est profonde. Yeah. Et avec toutes les causes multiples aussi. Et sans la résolution ou encore sans la résolution de ces crises, on n'ira nulle part. Non. Comment appréhender ou bien comment comprendre les causes et tenter de les résoudre? Les causes de cette crise multidimensionnelle dont on a parlé au début. Bon, je crois qu'il faut commencer par le commencement.
Vous savez, moi je dis que... Oui, on a parlé de l'indépendance, on a parlé de la première constitution, de toute son ouverture. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de... On est en 2023. Vous savez, si nous voulons résoudre la multicrise, la mise en place d'un plan Marshall, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre, ça peut se commencer n'importe quand. Vous voyez, c'est pas quelque chose que l'on va venir faire pour nous. Et si c'est nous-mêmes qui devons faire ça, nous devons aller... C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait que chacune des 140 communes d'Haïti ait sa propre version d'un plan de développement. Vous voyez? Et c'est ça que... donc, nous pouvons faire ça. Peut-être nous aurons notre rôle à jouer dans l'implémentation de ce plan, professeur. Les plans Marshall ne se font pas pour les gens. C'est aux gens qu'il revient de faire le plan Marshall. Donc, c'est pas... On va pas venir... C'est pas comme un programme du PNUD ou bien un programme élaboré par la USAID qui dit voilà ce que vous devez faire. Non. C'est vous qui allez choisir. C'est nous qui allons choisir. Et c'est pour ça que je dis que c'est une opportunité qu'il faut saisir tout de suite. Et dans votre analyse géopolitique, en perspective de l'implémentation de ce plan, qu'est-ce que vous entrevoyez? Bon, là, ça devient... Vous savez, nous vivons actuellement dans un monde où il n'y a pas les fondements idéologiques qui étaient courants dans la dernière décennie n'existent plus. Vous savez, moi, de mon temps, on était de gauche ou on était de droite. Aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. Et ça a des conséquences énormes. La première conséquence, je vous donne un exemple. Vous savez, on parle qu'il y a une impasse haïtienne parce que des partis politiques n'arrivent pas à s'entendre. Autrefois, un parti politique se donnait avant tout un programme de gouvernement. Donc un programme sur 5-6 ans, le temps d'une présidentielle ou le temps d'une législature. Là, nous sommes en quelle année, ou bien quelle période? Ah non, mais pendant tout le XXe siècle. Tout le XXe siècle, c'est... Donc avoir un parti politique suppose au départ un programme. Oui, parce que le parti politique était souvent un parti qui visait telle catégorie de la population. Donc, le programme du parti visait à faire en sorte, à donner un certain nombre d'avantages à ce groupe social-là. Par exemple, si on était un parti ouvrier, on allait mettre en place des politiques publiques en faveur des ouvriers. Ou bien, si on était un parti de droite, on allait avoir des politiques publiques en faveur de telle ou telle branche de la bourgeoisie. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus ces fondements idéologiques fait que les hommes politiques font de la politique quasiment pour eux-mêmes. Pas pour le peuple, pas pour le pays. Ah, bon, bien sûr, on peut invoquer le peuple, etc. Mais il faut demander à ce moment-là, mais avec quelle politique publique vous allez être pour le peuple? Défini. Et on a eu pendant les 2 dernières années beaucoup d'acteurs politiques qui étaient contre Jovenel Moïse. Mais on devait leur demander, mais vous êtes contre la politique éducative et vous voulez remplacer cette politique éducative par quoi?
Non, mais- Vous êtes contre Mais la ils- politique industrielle. Mais ils l'ont dit clairement, et professeur Jovenel Moïse ne peut pas, mais eux, ils peuvent. Voilà. Ils l'ont dit. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le paradigme le paradigme de je veux être le calife à la place du calife. Donc je veux être le chef. C'est la seule raison. Vraiment. Et on n'est plus dans le raisonnable. Il dit, je veux devenir le président. Je veux vous remplacer. Donc, mais quelle raison je donne? Qu'est-ce que j'ai en plus de vous? Qu'est-ce que je propose en plus de vous? Pour avoir tellement ce désir de vous remplacer. C'est complètement... Donc, ça veut dire, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça d'ailleurs, vous savez que dans ce monde sans idéologie et sans fondement politique, la corruption est partout. Parce que c'est l'argent, l'enrichissement devient un motif d'action. Et c'est normal. Vous voyez, donc, c'est pour ça que la seule chose que l'on doit demander à un acteur politique, s'il est sérieux, c'est qu'est-ce qu'il veut au cours pour les 10 prochaines années. Alors, Il faut qu'il ait un regard prospectif. nous parlons de la politique, nous parlons de la politique en Haïti telle qu'elle est pratiquée surtout par nos hommes politiques, même si moi je dirais telle qu'elle est pratiquée par nos politiciens. Oui, c'est les politiciens. C'est même pas des hommes d'État, vous savez. Oui, à un moment donné, professeur, on parlait de campagne électorale qui était faite à coup de slogans en Haïti. Donc il suffit d'avoir un bon slogan, un slogan qui marche, et puis le peuple va vous courir après. Absolument. À un moment donné, les slogans existaient encore, on les utilisait, mais aux slogans s'ajoutaient quelques milliers de gourdes. Il suffit de donner à un électeur 1000 gourdes et votre vote est garanti. Même si d'aucuns pensent que l'électeur, derrière l'isoloir, peut changer d'opinion. Mais le fait est que plus on a de gourdes, plus on a la chance de remporter les élections. Et c'est dans ce contexte-là que vous dénoncez l'absence de programme politique qui est indispensable à l'émergence de toute société démocratique, industrielle, tout et tout. Pour construire du politique, du collectif, il faut avoir une vision. Mais c'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas rassembler du monde, vous pouvez les rassembler soit en leur donnant de l'argent, soit en leur proposant quelque chose à construire sur le long terme. Oui, mais l'élan est encore là, la velléité de renouer avec le passé, avec les pratiques anciennes qui ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, un pays encerclé par les gangs, un pays gangstérisé. Si les velléités sont là et la politique aérienne est encore présente dans les esprits, dites-nous, professeur, quelle issue vous voyez, quelle issue vous entrevoyez en guise de résolution de l'impasse politique ou de la crise politique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui? Non, je crois que ce qui est important dans le contexte, c'est que ce que vous construisez sur la corruption ne reste pas longtemps debout. D'accord? Donc, bien sûr, il va y avoir de la corruption qui va traîner encore, mais il faut renforcer les mécanismes de régulation pour permettre à une autre catégorie de gens. Deuxièmement, il faut aller chercher le potentiel haïtien là où il est.
et il est dans les 140 communes. Donc, il faut, je dirais que ce qui est important aujourd'hui, c'est peut-être pas une élection présidentielle, c'est une élection où on va renouveler par le bas le personnel politique au niveau de chacune des 140 communes de ce pays. Et c'est à partir de ça que l'on va construire. Parce que, écoutez, le potentiel haïtien que vous avez là, la créativité de ce peuple, son inventivité, sont toujours là. Il n'arrive pas à s'exprimer collectivement, mais il est là. Et c'est pour ça que l'haïtien que vous voyez réussir à l'étranger, lorsqu'il est dans un milieu favorable, il réussit. Vous voyez? Mais simplement que nous devons nous donner une vision. Je reviens encore sur ça. Si nous n'avons pas de vision, nous n'irons nulle part. Si vous voulez reconstruire le tissu industriel haïtien, vous devez vous donner une vision sur 20 ans, sur 30 ans. Parce que ce n'est pas demain matin. Pour sortir le pays du bourbier. Absolument. Ouais. Là, ça, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Oui. On pourra envisager la géoéconomie un peu plus tard? Oui. Eh bien, on reviendra pour en parler. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Hérard Jadot est notre invité ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Hérard Jadot est notre invité ce matin. On s'était promis de revenir sur la crise géoéconomique. Pas la crise, pas la crise. Lecture, une lecture, voilà, tout à fait. Du monde contemporain. Non, et vous prévoyez aussi la fin de l'Occident, non? Non, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. C'est pas la fin de l'Occident. C'est possible. Ah ben oui. Non, mais c'est déjà le cas. Enclenché? C'est déjà le cas. Et les indicateurs économiques sont là. Le centre économique du monde, c'est l'Asie, ce que l'on appelle l'Indo-Pacifique. C'est ça, et c'est valable pour aujourd'hui, mais c'est valable pour demain aussi. C'est-à-dire, nous sommes à l'horizon 2050. En 2050, que ce soit en termes de population ou en termes de produits, de fabrication industrielle, en termes de recherche-développement, en termes de dépôt de brevets, et donc d'innovation industrielle. L'Asie est en train de faire une percée. Et lorsqu'on dit l'Asie, il ne faut pas seulement voir la Chine, il faut voir l'Inde. La population indienne va dépasser la population chinoise à cause de la politique de zéro enfant ou bien d'enfant unique de la Chine depuis 20 ans. La population de l'Inde. Et l'Inde, c'est une vieille civilisation. On ne peut pas jouer avec ça. Donc, est-ce qu'une augmentation de la densité de la population chinoise, qui représente déjà un quart de la population mondiale, même si elle va être dépassée plus tard par la population de l'Inde, comme vous l'avez dit, est-ce que ça suffit pour que la puissance économique... l'hégémonie, justement pour que l'hégémonie change de camp? Oui, écoutez, je ne suis pas le seul à le dire et à l'analyser comme ça. Vous savez, c'est toutes les analyses du tissu productif mondial montrent que
le tissu productif mondial est maintenant en majorité dans les pays de l'Indo-Pacifique. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le monde moderne commence avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1492. Et depuis lors, l'Europe a colonisé le continent américain, d'accord? L'Europe a colonisé, s'est séparé l'Afrique, le continent africain, lors de la conférence de Berlin. Donc, la domination occidentale est totale. Et en plus, les puissances occidentales se sont donné le beau rôle de vouloir civiliser le monde. C'est ça. C'est nous et le reste. C'est comme ça. Donc, c'est les barbares et nous, les civilisés. Mais aujourd'hui, personne ne peut prétendre ce genre de choses. Ne peut avancer ce genre. Et quelle que soit la discipline que vous prenez, quel que soit le secteur industriel que vous prenez. Vous voyez, ce privilège occidental, cette arrogance occidentale est en train de se terminer sous nos yeux. Et ce ne sera plus possible de faire ça. De faire marche arrière? Non. D'autant plus que ce qui faisait et fait encore les fondements de ce que l'on appelle l'occidentalité est en train de prendre pour son rhume. Par exemple, les scandales sexuels, d'agression sexuelle de jeunes que l'on trouve là maintenant au niveau de l'Église catholique. Vous savez, au XIXe siècle, lorsque Haïti a pris son indépendance en 1804, comme vous savez, ce qui a été mis de l'avant dans cette déclaration d'indépendance, c'est le massacre des Blancs. Donc, pendant tout le XIXe siècle, nous étions les barbares qu'il fallait civiliser. Et une des façons de civiliser un barbare, c'est de le christianiser, c'est-à-dire d'en faire un chrétien. Donc, et c'est ça qui est en train de se terminer aujourd'hui. L'Église de France a fait faire une enquête sur l'agression sexuelle sur mineurs commises en France, sur le territoire français. Vous avez imaginé ce que donnerait une enquête pareille dans les grands pays catholiques du monde, aux Philippines, au Brésil ou en Haïti. C'est la catastrophe. Ce serait la catastrophe. Définitivement. Maintenant, si l'on considère le classement des puissances économiques avec la Chine, par exemple, qui serait en deuxième position, avec l'annonce faite par le général américain la semaine dernière qu'il peut y avoir une guerre en 2025 entre la Chine et les États-Unis, est-ce que cela augure déjà de cette fin de l'hégémonie occidentale, selon vous? Je ne sais pas. Bon, la guerre en 2025, vous savez, moi je dis toujours qu'il y a un seul pays au monde qui a utilisé l'arme atomique contre un autre peuple. C'est le gouvernement américain. Contre le Japon, Hiroshima, Nagasaki, etc. Dans le piège de Thucydide dont je parle,
c'est-à-dire où il y a une hystérie américaine par rapport à la montée en puissance de la Chine n'est pas seule. Il y a un côté, il y a une espèce de racisme dans l'attitude américaine. Donc, la Chine n'est pas seule. Il y a d'autres nations asiatiques. Dans une perspective, non, alors vous nous parlez dans une perspective de guerre. Non, la Chine n'est pas seule. Mais on vous dira aussi que les autres pays ne sont pas seuls non plus. Non, évidemment. L'Américain n'est pas seul. Chacun a son camp. Chacun a son camp. Voilà. On comprendra par exemple dans cette perspective, professeur, une coalition, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, mais il y a aussi l'OTAN qui pourrait se retrancher derrière les Américains, non? Oui, mais l'OTAN, c'est encore le monde atlantique. C'est pas autre chose. C'est les alliés des États-Unis. Mais c'est ce que je vous dis. Il y aura des alliés naturels aussi avec la Chine. Oui, bien sûr. Tous les gens qui sont contre l'hégémonie occidentale peuvent rejoindre la Chine. C'est normal. Alors, mais on n'est pas dans... Je pense que vraiment, le fait de voir la guerre en 2025, moi je pense que c'est pas une prévision. Vous avez dénoté, professeur, une réaction hystérique de la part des Américains à la vue des ballons, du ballon qui survolait les États-Unis. Vous auriez réagi comment si vous étiez américain? Mais je ne suis pas américain. Non, si vous étiez, c'est pourquoi je vous pose la question. Je ne suis pas américain. D'ailleurs, on le qualifie déjà de ballon espion. mais c'est ça l'hystérie. C'est qu'avant même d'avoir abattu le ballon, alors même que la Chine a avancé que c'était des missions civiles qui se faisaient, des missions de recherche. C'était pas osé quand même d'envisager l'envoi de ce ballon. Et les Américains parlent de plusieurs centaines ou encore même des milliers qui vont survoler plusieurs autres pays. Ils l'ont dit cette semaine. Non, c'est ça, mais c'est ça l'hystérie. L'hystérie, c'est... Est-ce que vous pensez que les Chinois jouent sur ça, sur l'hystérie américaine? Non, les Chinois ne font que constater. Vous avez l'hystérie américaine et occidentale, et aux nouvelles de ce matin, on parlait de l'attitude de l'État américain vis-à-vis de TikTok. TikTok qui est chinois. Oui, qui est chinois. Et les Américains ont déjà interdit à tous les fonctionnaires américains de se brancher sur TikTok. Sous prétexte que le gouvernement de la Chine se servirait de TikTok pour espionner le monde. Oui, ça devient, ça devient de l'hystérie et ça devient de la paranoïa. Oui, mais est-ce que la paranoïa et l'hystérie, est-ce que ça ne se pratique, est-ce que c'est pas des deux côtés? Non, c'est pas l'accusé, c'est pas la Chine, c'est pas la Chine qui accuse. Mais par contre, on accuse la Chine. Mais par contre, on n'a pas toute sa liberté d'utiliser les nouvelles technologies comme on veut non plus en Chine. Il y a des limitations. Écoutez, moi, je ne suis qu'un analyste haïtien dans ça. Je n'ai pas à prendre une position contre la Chine ou pas. J'ai simplement à constater que nous vivons au XXIe siècle, un siècle où l'hégémonie occidentale, depuis 5 siècles, a pris fin. Ça veut pas dire que les puissances occidentales n'ont pas de beaux restes. Quand même, les grands musées du monde sont occidentaux. D'accord? Le Louvre, le Prado, etc. Et c'est des choses incroyables, d'une richesse incroyable. Mais il faut que les puissances occidentales puissent commencer à s'asseoir et à se dire qu'ils ne sont pas les seuls maintenant. Il y a des gens qui
qui sont d'autres nationalités et qui sont capables de faire et d'innover aussi bien qu'ils l'ont fait au cours des derniers siècles. C'est tout simplement ça. C'est admettre que la qualité du monde tient à sa diversité. Le monde n'est pas mono-occidental. Non, il n'est plus. Donc, il faut que les Occidentaux acceptent ça. Et c'est ça qu'ils ne sont pas encore prêts d'accepter. Et vous avez le sentiment qu'ils ne l'acceptent pas? Non. D'où l'hystérie. Et Haïti dans tout ça, professeur? Moi, je crois que Haïti a une carte à jouer, et la carte que Haïti doit jouer, c'est pour renouer avec un ténor firme, c'est la carte régionale, la carte de la Caraïbe. Et c'est pourquoi ça m'intéresse tellement. Et l'idée du gouvernement de la Barbade, de plan Marshall. Je vous fais remarquer tout de suite... Excusez-moi, professeur, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'Haïti est prêt pour ce plan Marshall? Mais plus que prêt. Parce qu'il s'agit de reconstruire ou de construire un tissu industriel qui est en décadence chez vous. Comment vous n'êtes pas prêt? Il n'y a pas de préalable à envisager, professeur? Non, mais évidemment, mais il y a toujours des préalables. C'est pour ça que j'ai dit que le processus va prendre du temps. Et il faut se donner le temps de faire les études nécessaires, de faire les états des lieux nécessaires, et de manière à bien entrer dans la troisième révolution industrielle où nous en sommes là maintenant. Je vous ai posé la question au début, au cours de la première partie de l'émission, à savoir comment les Haïtiens devraient accueillir l'idée de ce plan ou le projet de ce plan Marshall. Ok, vous avez dit que c'était une occasion à saisir, une opportunité à saisir, et le gouvernement haïtien. Mais comment devrait-il accueillir ce projet? Mais avec enthousiasme. Parce qu'on lui offre là la possibilité de commencer à démarrer quelque chose de durable. Vraiment. J'espère, moi, que le gouvernement haïtien actuel enverra une grosse délégation aux Bahamas pour assister à cette réunion des chefs d'État, pour essayer vraiment de s'approprier cette idée-là. Et je le répète encore, un plan Marshall, c'est une opération qui doit être financée. Et il faut trouver des financements innovants pour ce genre de choses. Il faut ensuite que le plan Marshall soit de bout en bout une affaire haïtienne. Ce n'est pas une affaire des Caraïbes. Les Caraïbes ont lancé l'idée, mais l'élaboration du plan, la mise en œuvre du plan doit être une affaire haïtienne. Et le financement? Oui, mais il y a du financement. Il y a du financement pour tout projet innovant et responsable et durable. Il y a du financement. Ça court les rues. Je ne vous laisserai pas partir sans évoquer ce point avec vous, professeur. Oui. Toujours tendez au dit étranger, toujours tendez yo dit, je ne confirme pas que étranger pas jambe ouais bonheur Haïti. Yo prend plaisir dans ça nous y est là. Non malheur nous, non problème nous, au contraire ils travaillent pour ça. Et peut-être par contre si approche dans les paranoïaques, mais c'est comme si on a dit on ne nous aime pas. Si c'est vrai, si c'est vrai, est-ce que vous pensez que par exemple Américains et le reste,
il y a d'accord implémentation un plan Marshall qui va permettre, par exemple, de nous reconstruire le pays en général. Est-ce qu'on pensez que c'est possible? Est-ce qu'on pensait qu'il y a quitté nous passé pour que, en fait, la matérialisation de ce plan? Écoute, moi je suis un homme rationnel. D'accord? À l'horizon 2050, Haïti sera le pays le plus peuplé de la Caraïbe, avec 15 millions d'habitants. Donc ça veut dire avec un marché. Bon, c'est déjà le cas avec la CARICOM, par exemple. Avec comment? Non, avec la CARICOM, c'est-à-dire que nous représentons le marché le plus important. Oui, mais un marché qui n'est pas, comment je dirais, qui n'est pas fiable, qui n'est pas... Exploitable non plus par les Haïtiens. Non, pas exploité par les Haïtiens. C'est un marché avec beaucoup de chômeurs. Donc ce n'est pas un marché, c'est un mauvais marché. Et le plan Marshall doit permettre de créer des emplois, donc de permettre à ce marché de devenir un véritable marché de consommateurs et d'acheteurs. C'est ça qui est important. Oui? Bon, et on ne s'en sortira pas si on ne crée pas des emplois et des emplois durables. Voyons l'autre aspect de la question. Oui. Est-ce que vous pensez que les autres vont nous laisser faire, vont nous permettre de mettre en œuvre le plan? Est-ce qu'ils vont contribuer aussi? Parce qu'on ne pourra pas le faire seul. Non, on ne pourra pas le faire seul. On va le faire avec tous les gens qui croient que ce pays a un avenir. Et ce pays a un avenir parce que les gens qui l'habitent, ce sont de réputation d'ailleurs, et les hommes et les femmes de rudes travailleurs, qui n'ont jamais refusé de travailler et qui, dans tous les pays où ils passent, ont cette réputation de gros travailleurs. Et c'est comme ça que nous allons gagner cette guerre-là. Est-ce que vous êtes pour l'exploitation de notre sous-sol aussi? Ben, si nous avons des richesses naturelles en termes de sous-sol, oui, mais moi, personne ne m'a encore montré les études de prospection qui montrent que nous avons des richesses naturelles. Pour moi, la seule richesse que nous avons, c'est les femmes et les hommes de ce pays. La main-d'œuvre, vous voulez dire? Oui, les hommes et les femmes. Le capital humain haïtien, c'est le capital le plus créatif du monde. Avec rien, notre population ils font des produits extraordinaires. Donc, nous devons tout miser sur les hommes et les femmes de ce pays. Je ne sais pas si nous avons de l'or, si nous avons du pétrole, j'en ai aucune idée. Hein? Mais je sais que nous avons le capital humain nécessaire pour réussir à faire de ce pays, à l'horizon 2054, un pays où il fait bon de vivre, dans chacune de ces communes. Si nous devons nous positionner, professeur, par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. C'est au niveau de la culture que nous devons nous positionner. Au niveau des produits culturels que nous pouvons réaliser, que nous pouvons fabriquer, que nous fabriquons déjà, et qui sont des produits innovants et originaux. Bon, là je parle géopolitique, géoéconomique. Nous devons nous mettre de quel côté? Du côté des États-Unis ou bien du côté de la Chine? Nous n'avons pas à nous mettre du côté des États-Unis. Pourtant, il y a des pays qui le font, qui ont choisi leur camp. Bon, ça c'est leur problème à eux. Mais nous avons, dès l'origine, produit, dit que notre nation était une nation indépendante. Et je pense qu'il ne faut pas négocier ce point-là. Il y a un auditeur qui m'a demandé de vous faire cette remarque, oui, ou bien de vous faire un petit rappel. Oui. Le professeur Jadot semble oublier que Haïti a 3 millions d'habitants
aux États-Unis. Donc Haïti ne peut pas choisir la Chine au détriment des États-Unis. D'abord, je n'ai pas dit qu'il faut choisir la Chine. Vous savez, moi je dis, nous nous sommes laissés embarquer sur le porte-avions américain, et la meilleure des choses que l'on puisse faire, c'est de descendre du porte-avions américain. Mais à pas feutrer. Mais comment on va Et faire? en consolidant... Comment on fera le voyage? Mais on n'a pas à faire, on va faire dans notre petit canot, dans notre petit voilier. Mais Si on veut arriver en vite. consolidant... Si on veut arriver vite. Non, on n'a pas à arriver vite, il faut prendre le temps. OK. Et on doit quitter le porte-avions américain, mais en consolidant notre partenariat stratégique avec les Afro-Américains et avec la diaspora haïtienne aux États-Unis. Si Haïti est dans la région Caraïbe, la Caraïbe est dans la région américaine. Entre la région asiatique et la région américaine, Haïti doit choisir son camp qui est américain. Un auditeur. Nous n'avons pas à choisir. Le monde, nous vivons dans un monde connecté, dans un monde où si j'ai un produit... Écoutez, moi je prends l'exemple suivant. Vous savez, les Américains aiment le beurre d'arachide, le mamba et sucré. Mais en Inde, on aime le mamba pimenté, comme chez nous. Donc, nous allons produire du mamba pimenté pour l'exporter vers l'Inde et la Malaisie. Voilà. Donc, je n'ai pas à me refuser, je n'ai pas à être pour la Chine. Non. Je suis pour Haïti. Est-ce que vous vous souvenez, professeur, du rappel que vous avez fait? Les Américains qui aujourd'hui interdisent à leurs employés d'utiliser TikTok. Oui. Il y a un auditeur qui a réagi. Quand je me rappelle vous avoir dit que la guerre est des deux côtés. Et il y a un auditeur qui avance des précisions disant que j'ai été en Chine, c'est une guerre, c'est des deux côtés. Tu ne peux pas utiliser WhatsApp en Chine, ils ont le WeChat. Donc c'est de bonne guerre que les États-Unis... Ce serait pas de bonne... Je ne vais pas affirmer. Est-ce que ce ne serait pas de bonne guerre que les États-Unis prennent des mesures aussi? Parce que chez nous... Alors, nous autres en Haïti, nous ne prêtons attention à rien. Nous ne faisons attention à rien. Les gens qui veulent nous ça, ils veulent nous prendre. Dans tout autre pays, ils gèrent les bagailles. En République dominicaine, chez nos voisins, ils disent que au pape même facilement entendre des musiques compas son média dominicain. Nous-mêmes, c'est l'invasion. Et pas grand monde qui réagit pour dire c'est pas possible. Est-ce que pas penser que faut commencer nous-mêmes doit ramasser caractère non et comprendre la position des deux puissances? Professeur. Est-ce que non, vous voulez me faire dire que il nous faut choisir notre camp. Moi, je prétends que nous vivons dans un monde multilatéral, dans un monde où il n'y a plus de modèle. C'est-à-dire, il faut être comme ceci, comme cela. Il faut être soi-même. Il faut choisir et assumer sa vision et sa puissance. Voilà ce que je dis. Donc, je ne suis pas pro-chinois ou pro-américain, je serais plus anti-américain par rapport à tout ce que les États-Unis nous ont fait subir depuis 2 siècles. Vous savez, l'attitude américaine ne date pas d'aujourd'hui. Les États-Unis ont imposé un embargo sur Haïti en 1806. D'accord? Donc c'est ça. Donc, et écoutez, je ne peux quand même pas me reconnaître dans le gouvernement de M. Donald Trump. Non, quand même. Pourtant, il y a des Haïtiens qui le soutiennent. Non, mais ce sont des Haïtiens qui ne connaissent pas ce que c'est. Bon. Mais, allez, Donald Trump, c'est la suprématie blanche. Et il y a des Haïtiens qui le soutiennent.
En tout cas, je voudrais connaître ces Haïtiens. Il y en a qui font campagne, Bon, vraiment. Donc, c'est des gens qui... C'est ce que Jean Passemar s'appelait le bovarisme de certaines catégories d'Haïtiens, qui ne savent pas, qui se prennent pour d'autres. J'étais très content de vous avoir avec nous ce matin, professeur. Merci. Merci infiniment. Je vous en prie. Passez une bonne journée et l'on espère pouvoir se reparler bientôt. Très bientôt. Je suis à votre disposition. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Hérard Jadot était avec nous ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.